Et on va pouvoir enchaîner avec la prochaine petite conférence. C'est vraiment dur d'enchaîner après ça. Ah oui, c'est compliqué, mais ça ne fera pas peur. À Pierre Drossard, qui est directeur de recherche au CNRS, planétologue, explorateur du système solaire de Vénus à Neptune et spécialiste de l'instrumentation spatiale. Il est co-investigateur sur la mission Ariel de l'ESA, qui sera lancée en 2029 pour étudier les exoplanètes. Et ce soir, il va nous parler de l'itinéraire du système solaire aux exoplanètes. Bonsoir à tous. Et oui, là, je vais vous parler maintenant de cet itinéraire. On va repartir de nos planètes à nous, qu'on connaît bien ou qu'on croit bien connaître, pour aller vers ces exoplanètes dont on a déjà eu un aperçu avec la conférence d'Alain Le Cavelier. Pour cela, et pour comparer un peu la situation de la recherche en exoplanètes aujourd'hui, il est bien de revenir un peu plus de 70 ans en arrière, à l'époque où les planètes, on les connaissait pour la plus grande part en imagerie, et en imagerie au télescope, avec aussi quelques instruments différents, mais les images qu'on avait il y a 70 ans, même avec les meilleurs instruments, étaient encore très peu résolues. Là, vous avez Vénus, dont on savait déjà, et depuis longtemps, qu'elle présente des phases, comme la Lune. Mars, dont on voyait des variations qu'on imaginait, des variations saisonnières, qu'on pensait pouvoir être dues à de la végétation. Et entre les deux images ici, prises à quelques années d'intervalle, Jupiter, une des plus belles planètes au télescope, où on connaissait déjà les variations des nuages et plein d'autres choses. Et Saturne, bien sûr, avec ses anneaux, son atmosphère et les variations de nuages. Mais à partir de ces images, il fallait imaginer ce que pouvaient être les planètes quand on allait dessus, en quelque sorte, hein, dans un voyage. Et les représentations, même par les astronomes éminents hein, et les chercheurs des années 50, étaient encore très, disons, futuristes. Voici une représentation de ce qu'on imaginait être la surface de Vénus dans les années 50 par des astronomes, je répète, hein, pas des livres de science-fiction, où on voyait, comme on voyait une planète très nuageuse, on imaginait, comme la Terre à l'ère secondaire, des ambiances tropicales et des végétations. Voici en comparaison ce qu'on a observé lorsque des sondes se sont posées sur Vénus, une sonde soviétique Venera 13 en 1982, une planète complètement aride, un sol volcanique, des nuages d'acide sulfurique, une température de 450 degrés à la surface, plus de 90 atmosphères de CO2 au sol. Cela n'est pas pour se moquer des anciens astronomes et de ce qu'ils n'avaient pas pu prédire, mais simplement pour dire que le peu de connaissances qu'on a aujourd'hui pour les exoplanètes doit nous faire réfléchir lorsqu'on extrapole à ce qu'on voudrait connaître de ces planètes. Une image que j'aime, c'est l'adieu à la Terre par une sonde spatiale, hein, puisqu'on va s'éloigner de la Terre pour aller vers les exoplanètes. Ici, c'est une image prise par la sonde Galileo lors de son lancement, quand elle est partie dans le système solaire, et c'est une très rare image où on a à la fois dans le même champ, sur la même plan caméra, la Lune et la Terre avec la phase. Et où on voit que la Lune est un objet très sombre. Les astronomes le savaient depuis longtemps, que l'albédo de la Lune, la réflexion est faible, mais on en a ici une vision directe. Il nous manque un écran dans le ciel pour comparer la Lune à un écran brillant, et on se rendrait compte combien la Lune est en fait un objet sombre. Il y a deux questions que l'on peut se poser. La première est que nous apporte l'exploration du système solaire à la compréhension des exoplanètes? Bien sûr, on va étudier non pas tant essayer de transposer les objets qu'on connaît et pour aller vers d'autres, mais plutôt de prendre la physique que l'on apprend dans le système solaire pour extrapoler vers ces exoplanètes. Et la question en miroir, c'est que peut nous apporter l'étude des exoplanètes dans la compréhension du système solaire? Il y a là aussi beaucoup de choses intéressantes en retour dans l'étude des exoplanètes. Alors que sait-on des exoplanètes? On en a déjà vu un petit peu. D'abord qu'elles existent, ce qui est déjà beaucoup, puisque, comme l'a rappelé Alain, ça n'a fait que 25 ans qu'on en connaît et qu'on en trouve partout. Mais en dehors de leur taille, masse et quelques paramètres, aujourd'hui, on sait vraiment encore très peu de choses.
Ce diagramme, Alain vous l'a montré, donc je peux passer un petit peu plus vite. Enfin non, je vais quand même vous le redire. C'est un diagramme qui montre en abscisse ici la distance à l'étoile et en ordonnée la masse par rapport à une masse de Jupiter. Et vous voyez une partie des presque 5000 exoplanètes connues à ce jour. Il n'y en a d'ailleurs qu'une partie, répartie donc à peu près uniformément, mais pas vraiment uniformément. Il y a des distributions plus ou moins différentes. Ce qui est sûr, c'est que les 7 planètes importantes du système solaire ne sont que des points dans ce diagramme et ne représentent donc qu'une toute petite partie de l'étendue du possible dans les exoplanètes. Et on va y revenir. Mais revenons à la Terre, ici, observée par Galiléo également. Un point intéressant de l'étude de la Terre vue de l'espace, c'est qu'on voit un point de vue que l'on n'a évidemment pas quand on est sur la Terre ici. Un phénomène intéressant observé par Galiléo, c'est ce qu'on appelle le point de réflexion spéculaire, c'est-à-dire la réflexion du Soleil sur les océans, et qui est ici observé par la sonde Galiléo et qu'il a pu l'observer en imagerie. Donc vous voyez ce point de réflexion se déplacer sur le disque parce que la sonde arrivait de très loin avec le Soleil dans le dos et pouvait le voir. Alors ça, c'est une preuve quasi directe de la présence de surface d'eau liquide parce que les nuages, par exemple, n'ont pas les mêmes effets optiques sur la réflexion, ils ne présentent pas le même genre de phénomène. Il faut plutôt des surfaces liquides pour observer cette réflexion. Un autre point de vue est de pouvoir observer les planètes vues de leur pôle, ici la Terre, dans cette image, vue de l'Antarctique. Alors, ce n'est pas la Terre vue de l'Antarctique, parce que quand vous regardez la Terre vue du pôle sud, vous ne pouvez pas avoir le Soleil dans le dos qui pointe directement sur l'Antarctique, bien entendu. Et en fait, une partie du disque est évidemment dans l'ombre, mais cette image a été reconstituée à partir d'une rotation terrestre pour montrer l'ensemble d'une rotation. Et ces images peuvent nous apprendre énormément sur la circulation planétaire, et en particulier les vortex polaires, comme on les appelle, la circulation des vents autour de l'Antarctique, et aux latitudes temporées, les alternances entre cyclones et anticyclones qui mesurent notre temps météorologique. Alors les autres planètes, on peut également les observer avec le même point de vue. Ici Vénus, vue également du pôle sud, également donc avec une partie éclairée qui est en bleu en lumière visible, proche ultraviolet, et une partie en lumière infrarouge thermique par la sonde Vénus Express. Là aussi, on voit un vortex et une circulation générale. La même circulation apparaît à l'équateur, vue par la sonde ici, Akatsuki du Japon. Et un intérêt de ces points de vue différents est de permettre de raccorder une circulation météorologique pour l'équateur. Et le vortex polaire de Vénus est tout à fait intéressant, puisqu'il s'agit en réalité d'un vortex double, et non pas comme sur la Terre, d'un tourbillon unique. On a ici deux vortex, c'est-à-dire deux tourbillons qui tournent l'un autour de l'autre, et d'une manière complexe, en s'articulant entre eux et en initiant une circulation générale qu'on comprend encore assez mal dans l'atmosphère de Vénus. Une autre planète bien connue et bien observée, bien sûr, depuis longtemps, c'est Jupiter. Observée ici, une des meilleures images observées par le Hubble Space Telescope en 2020, avec des phénomènes qu'on connaît bien, la structure en bande, la grande tache rouge, et les différents cyclones et anticyclones qui peuplent la planète. Une des mesures qu'on a sur les planètes et qu'on va transposer dans l'étude future des exoplanètes, c'est l'étude à d'autres longueurs d'onde que la lumière visible, d'autres filtres si vous préférez en photographie, et en particulier les filtres infrarouges. Voici Jupiter observé avec une caméra infrarouge à 5 microns, une image assez extraordinaire, un peu en négatif par rapport à la précédente, où on voit aussi la tache rouge, mais très sombre, et les points très chauds qui sont en réalité des trous dans les nuages, où on a en quelque sorte une fenêtre sur l'atmosphère profonde de Jupiter. Dans les techniques, il y a donc les techniques d'observation, mais il y a également les techniques d'occultation. On a déjà parlé avec Alain de la méthode de transit, et on peut faire également des éclipses avec les observations des planètes, en observant lorsque Jupiter a le bon goût de passer devant une étoile,
Donc on pointe sur Jupiter et le mouvement apparent de l'étoile fait qu'elle semble donc se rapprocher de Jupiter et passer derrière, et on observe l'atmosphère de Jupiter grâce à l'absorption du rayonnement de l'étoile lorsqu'il passe dans l'atmosphère avec ces techniques. Donc ce sont des techniques qu'on a mis au point dans l'étude du système solaire et qu'on transpose maintenant dans l'étude des exoplanètes. L'étude du pôle, puisque je parle des pôles des planètes, ici Jupiter et le pôle de Jupiter observé par la sonde Juno, avec également des images très inhabituelles, hein, même sur les planètes qu'on connaît bien. On voit ici une circulation, bon les couleurs sont très forcées, d'accord, mais ce sont des structures qu'on ne peut pas voir de la Terre, puisque l'inclinaison de l'axe de Jupiter est très faible et on ne voit pas directement le pôle. Mais on peut également l'observer en infrarouge, et c'est encore plus extraordinaire, où on voit, alors on parlait des vortex de la Terre unique, de Vénus double, ici on a des vortex multiples, 8, autour du pôle de Jupiter, qui ont été observés par la sonde. Bien sûr, ça on ne le verra pas directement sur les exoplanètes de sitôt, mais connaissant ces structures et sachant comment la circulation générale se fait sur les planètes du système solaire, on peut essayer d'extrapoler aux exoplanètes. Voici avec un point de vue aussi assez extraordinaire, où la sonde Cassini, la lumière vient d'en haut à droite et donc éclaire, on ne voit qu'un tout petit limbe éclairé des planètes. Et ici c'est Titan, le satellite de Saturne. Rien que sur cette image, vous pouvez voir que Titan a une atmosphère, parce que sinon vous ne verriez pas le tour du disque de Titan qui est éclairé, et la lumière est réfractée le long du limbe et apparaît ainsi. Une autre image assez extraordinaire où le Soleil, cette fois derrière Saturne, observé par la sonde Cassini. Et donc, on voit la face nocturne de Saturne avec, et donc on ne devrait rien voir, me direz-vous? Eh bien si, parce qu'on voit éclairé par ses anneaux, et donc c'est un clair d'anneaux sur Saturne. Ici, toujours les pôles, donc le pôle nord de Saturne, encore de grandes différences avec les autres. On a une structure en hexagone, c'est plus 8 ni 2, qui est également une des structures des pôles. Alors, que dire des exoplanètes? Donc, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que la diversité des exoplanètes déjà observées a remis en question les modèles de formation des planètes. On voit des planètes plus grosses que Jupiter, qui sont plus près que Mercure du Soleil. C'était impensable hein, dans les colloques de planétologie dans les années 90. Personne n'aurait osé seulement énoncer cette idée en colloque. Donc comment c'est possible? Eh bien, il y a probablement ce qu'on appelle la migration. Les planètes se forment loin et se rapprochent parce que le disque dans lequel elles se forment est encore visqueux et elles spiralent jusqu'à leur étoile. Mais inversement, on retourne au système solaire et sans doute que dans le système solaire, il y a eu le même phénomène et Jupiter n'est pas forcément à la place où il s'est créé. Et aussi, l'autre question, c'est que le système solaire n'est pas représentatif des exoplanètes. Et pourquoi? Il y a un histogramme, bon, c'est un diagramme un peu compliqué, mais pas si compliqué que ça, où sont représentés le nombre de planètes en fonction de leur rayon, par rapport au rayon de la Terre. Donc le rayon de la Terre est à peu près ici. Et on voit donc qu'on a beaucoup de planètes de 2 à 5 rayons planétaires terrestres. Et le problème, c'est que ces planètes, on ne les connaît pas. Il n'y a pas de planètes de ce type autour du système solaire. Alors, que sont ces planètes? C'est bien toute la question. On les appelle soit des super-terres, soit des mini-Neptunes, ce qui veut simplement dire qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Enfin, ça pourrait être donc soit des planètes rocheuses plus grosses que la Terre, avec une atmosphère de CO2, un peu comme Vénus, ou des mini-planètes géantes, si j'ose dire, qui ont perdu une grande part de leur atmosphère. À partir de là, on essaye d'imaginer ce que pourrait être une exoplanète, la surface d'une exoplanète telle qu'on voudrait bien y aller. Et là-dessus, après tout, le mieux est encore de faire confiance aux artistes qui nous font des représentations de ce que pourrait être une planète. Vous connaissez bien sûr Tatooine de Star Wars. Et après tout, cette représentation n'est pas forcément pire que celle qu'on peut imaginer, ni plus éloignée que les représentations de Vénus qu'on avait autrefois. Quelques questions, oui. Et la vie dans tout ça, j'en ai pas parlé. Mais la raison, c'est qu'aujourd'hui, il reste encore un très long chemin avant seulement de répondre aux questions les plus basiques sur l'origine de la vie. La notion d'habitabilité peut être définie scientifiquement assez rigoureusement, comme la zone où de l'eau liquide peut exister.
Mais il y a beaucoup plus que cela pour avoir de la vie, et même pour que la vie puisse subsister. Il faut non seulement l'habitabilité, mais sur une longue durée pour que la vie puisse apparaître et se développer. Et bien, pour terminer, je laisserai en fait le dernier mot à Pascal dans ses pensées lorsqu'il dit « Tout ce monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. » Merci. Merci beaucoup, Pierre. De très belles images merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose, Alexandre? Non, je t'en prie. On a des questions. Notamment, vous parliez de Vénus. Raphaël qui demande si c'est possible qu'un jour un humain pose le pied sur Vénus. Possible, rien ne l'interdit techniquement. Difficile, sûrement encore bien plus difficile que sur Mars, puisque la température sur Vénus, c'est comme j'ai dit, 450 degrés à la surface. Vous imaginez, c'est plus que dans votre cocotte minute, et pour que des équipements puissent tenir, c'est vraiment pas envisageable à court terme aujourd'hui. Alors, une question de Bénédicte qui demande si son fils pourra un jour vivre sur une exoplanète. Eh bien, pareil, une très bonne question. Pareil, il n'y a pas d'interdiction physique à cela, puisqu'un voyage interstellaire à une vitesse proche de la vitesse de la lumière ralentit le temps pour l'habitant de la fusée, et donc il ne vieillit pas jusqu'à son arrivée. Cela dit, là, déjà c'est de la technique qu'on ne saurait pas faire aujourd'hui sur une exoplanète. C'est au-delà de l'horizon technologique de notre début du XXIe siècle. C'est vrai, mais si tout explose, sur quelle planète c'est possible d'habiter en fait, le plus? Bien, il faut se méfier du nom planète habitable d'abord, parce que si on arrivait sur une planète dite en zone habitable, on aurait peut-être de très mauvaises surprises, comme dans Interstellar, dans les films de science-fiction. Parce que justement, comme j'ai dit, par exemple, si on voyait de loin, un extraterrestre pourrait dire que Vénus est dans la zone habitable. Vous avez vu ce qu'il en était, ou Mars également, et c'est pareil, aujourd'hui on ne pense pas que la vie puisse subsister sur Mars. Et donc je dirais qu'aujourd'hui il est encore trop tôt pour se prononcer. Et en tout cas, attention au langage, la zone habitable ne veut pas dire, pas habité, ça tout le monde le sait, mais pas forcément non plus vivable. Effectivement, c'est bien de le rappeler. On a eu des dessins également, si on a des dessinatrices, dessinateurs qui veulent venir sur scène commenter les dessins. Le temps qu'ils arrivent, on a une autre question qui vient d'arriver de Guy, qui nous dit « Avec 4 planètes géantes et gazeuses, notre système solaire est-il dans la norme ou fait-il office d'exception par rapport à d'autres systèmes planétaires maintenant connus ?» Alors, on connaît quelques systèmes qui ressemblent à notre système solaire, mais ce n'est pas apparemment la règle générale. C'est encore difficile de répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de qu'on appelle les biais observationnels qui font qu'on a tendance à voir que les objets les plus gros, les plus proches de l'étoile, et du coup il faut corriger de tous ces biais. Mais il semble bien que notre système solaire n'est pas inconnu dans le monde des exoplanètes, mais n'est pas non plus le plus courant. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, on va pouvoir regarder les dessins. Nous avons Guillaume et Agatha qui viennent de nous rejoindre sur scène. Eh bien, bonsoir. Ouais, bonsoir. Alors, eh bien, bonsoir à tous les deux. On est très contents de vous avoir. On va regarder encore une petite série de dessins que vous allez nous présenter. Alors, on commence par un premier dessin qui me semble que tu as fait, Guillaume, ça? Oui, tout à fait. Eh bien, je t'en prie, décris-le. Oui, si c'était par rapport à la petite intermède surprise de l'ukulélé. Donc je l'ai représenté en train de danser. Des exoplanètes à l'ukulélé, il n'y a qu'une corde. Bon, souvent je fais des jeux de mots un peu hasardeux, donc celui-ci j'avoue qu'il y a plusieurs tiroirs. Et donc comme il y avait une ambiance de fou, voilà, on était tous derrière Chouf Marcel. Non, mais c'était une très bonne performance. Sandrine C dans le chat disait qu'elle a tellement ri qu'elle est tombée de sa chaise carrément. Donc c'était vraiment une très bonne intervention. Passons peut-être à un autre dessin, celui-ci. Alors, comme toujours,
Je galère. N'hésitez pas à raconter vos vies. Qu'est-ce que tu as mangé à midi, Guillaume? Non. C'est bon. On passe à un deuxième dessin. Qui a réalisé ce dessin? Il n'est pas signé, il me semble. C'est Valentine, ça. C'est Valentine. Et on ne l'a pas passé tout à l'heure. Quel dommage. Eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui va le présenter. Eh bien, je t'en prie. Merci, Valentine. Merci, Valentine. Nous te reverrons, j'en suis sûr. Alors, on voit donc un scientifique qui observe dans son télescope un nouveau système d'exoplanètes. Comment va le baptiser Michel? Trappiste. Quelqu'un donc qui a bu une bière trappiste. Une bière trappiste, effectivement. C'est ainsi que les astronomes baptisent les objets célestes. Et nous rappelons que l'alcool est à consommer avec modération. Ou alors, ne le dites pas à vos parents, pardon. Mais avec modération. Mais avec modération. Un prochain dessin, peut-être. Ah, pas mal. Je dis pas mal. Vous ne le voyez pas, je vous annonce. C'était pas bien. Il est extraordinaire. Tous vos dessins sont fabuleux. Tous vos dessins sont fabuleux, mais celui-là, non, pas. Vous nous regardez avec les yeux de l'amour, c'est pour ça. Exactement. Encore un dessin d'Agathe. Ouais, ça c'est moi qui l'ai fait tout à ben l'heure, oui, parce que juste j'ai accroché une phrase du présentateur qui disait « Il pleut des planètes » et j'ai trouvé ça rigolo. Et j'ai retenu les chiffres assez impressionnants qu'il a cités tout à l'heure. 3500 systèmes planétaires, si je dis pas de bêtises, 700 systèmes multiples. Donc voilà, c'est très rapide. Hein, t'inquiète pas, il voilà. est probable que nous soyons également trompés dans le quiz sur les nombres. Donc, très bien. Bon, personne, on se trompe tous ensemble, c'est super. Personne ne dira rien. Ce sera en ordre de grandeur, de toute façon. Ce sera en ordre de grandeur. De toute façon, la seule bonne réponse est celle que nous avons décidé qui était la bonne. Hein. Ce sera les règles. C'est un critère de scientificité, je vous le garantis. Un autre dessin. Oh, il me semble que c'est de Valentine. Valentine également. Décidément. Si le round précédent était celui d'Agathe, celui-là est celui de Valentine. C'est bien parce qu'on n'a jamais la personne qui a fait le plus de dessins pour la session. Nous sommes très 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 bien organisés finalement. Alors, on voit ce dessin. Oui, super. Dessin de Valentine. Est-ce que tu veux le commenter un petit peu, Guillaume, si tu veux? Oui, alors, des experts qui viendront commenter vos dessins. Tu sens, tu le sens. Il semblerait que le personnage de gauche soit un des intervenants. On peut analyser l'atmosphère d'une planète quand elle passe devant une étoile. Sur ce, la dame lui répond « Ah oui, je fais pareil pour analyser l'aura des gens. Vous êtes très pollu de l'aura de la tête. » Ah là là. Magnifique transcription de l'accent dessiné par Valentine. Mais que fait la lampe à côté? Il n'y a pas de lampe? Je suis perdu. Ah, il est devant le soleil. Et du coup, d'où l'aura. Mais oui. D'où l'aura. Mais non, mais... Tu pourras venir nous expliquer ton dessin tout à l'heure si tu veux. On pourra repasser dessus. Merci des commentaires à voix haute. Est-ce qu'on s'en ferait pas encore un petit un ou deux? Ah, il est cool celui-là. Mais oui, et en plus c'est un dessin d'Agatha qui est là. Donc, après, est-ce qu'il faut commenter? Je veux dire, voilà. Non, tout le monde était là, on a été tous soufflés par cette interprétation rock'n'roll. Voilà, donc, surtout qu'il vient d'Angleterre, mais le seul nom d'anglais prononcé correctement, c'était Nuit de l'astronomie. Et ça, c'était extraordinaire. Bon, avec un geste qu'il ne faut pas reproduire dans la cour de l'école sans prévenir hein, sur ce dessin. Mais en fait, c'est des Rocket, voilà. Vous êtes un peu le Hellfest à l'IAP, quoi. C'est vrai, ça fait un peu le Hellfest. En plus, la coupe, les lunettes de soleil, non, c'est vrai, ça aurait pu être un groupe de punk des années 90, mais avec du ukulélé, quoi. Et pourquoi pas? Non, c'est pas mal. Hein, c'est deux interprétations très postmodernes de musique ce soir. Il y a un autre dessin avec un ours qui a l'air très mignon. Oh, je le trouve. Attendez. Un autre dessin d'Agatha. Je vais donc passer 10 minutes à chercher l'ours. Non, pardon. Mais je me rends compte que mes photos sont quand même sombres. Hein. J'ai essayé de les faire sous la lampe, mais bon, c'est... Franchement, moi je trouve que ça va. Ça passe. Dites-nous dans le chat si vous trouvez que les photos sont trop sombres, auquel cas nous prendrons en compte votre demande et nous vous répondrons sous quinzaine par courrier. Hop. Et du coup, j'ai fait un ours polaire battu par un vortex polaire sous les vents. Et j'ai ajouté que pour une fois, ils n'avaient pas à se plaindre parce que c'était pire ailleurs. Sur Vénus, les vents étaient plus intenses que sur Terre, donc voilà. La rhétorique du c'est pire ailleurs. Ne faisons rien ici. Toujours un grand classique de ces soirées. Très efficace. Très efficace. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en fait un dernier, puis après on accueille Eder, peut-être? On a le temps. Il nous reste encore deux. On peut montrer les deux dessins qui nous restent. Il nous reste deux dessins, effectivement. D'abord celui-ci, encore de Valentine, il me semble. Valentine qui aime les cailloux. Qui aime les cailloux, c'est vrai. Géologue amateur sur YouTube, n'hésitez pas à la suivre. Vous l'avez vu récemment dans le Vortex. C'était très rigolo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Exactement. Nous ne sommes pas payés pour faire cette intervention. Continuons.
un dessin de Valentine. Est-ce que tu veux le décrire, Guillaume? Ouais, je vais essayer de représenter dignement Valentine. Alors, 2 astronautes, il n'y a rien ici que du caillou. Caillou! Voilà pourquoi on n'emmène pas de géologues sur d'autres planètes. C'est vrai. C'est QFD. C'est vrai, c'est la seule raison. L'autre raison étant que nous ne connaissons pas de géologue, bien sûr. L'espèce en voie de disparition. Il arrive à lécher quand même le caillou à travers son hublot. Il lâche le verre. Il lâche le verre. Le hublot, c'est pas comme le masque, tu peux pas l'enlever comme ça. Non. Alors, bah, du coup, faisons-nous le Il y a celui de Zélie aussi, ouais. Le dernier de cette session, celui-ci, oui. Ouais. Oh, sympa. Tu commentes avant que tout le monde le voit. Je vais dire ça. C'est mon privilège, c'est-à-dire. Quel teasing. C'est à la fois je meuble et à la fois je commente. Et puis un commentaire à chaque fois évolué. Dessin de Zélie. Eh ben, dessin de Zélie, que je trouve ultra travaillé, bravo. C'est vrai. Où on voit voilà, une géolocalisation avec l'IAP et itinéraire du système solaire aux exoplanètes, avec l'impossibilité de trouver un itinéraire vers ce lieu. Donc ça illustre bien ce que nous disait le présentateur. Donc c'est... Ouais, il n'y a rien de plus à ajouter, je trouve. pense qu'il y a rien de plus. Est-ce qu'on passerait pas 5 minutes de plus à commenter ce dessin? On peut. Ce choix des bleus est tout à fait judicieux. Bravo. Je remarque que ce smartphone ne ressemble à aucun smartphone de marque connue. C'est extraordinaire. Ce qui est encore mieux que vous ne sponsorisez aucune marque, tu vois, c'est parfait. C'est vrai. J'avais une bouteille d'eau, je voulais la montrer, puis finalement je la montre pas. Bon, très bien. Et bah, c'est tout pour les dessins de cette session. Est-ce que j'en ai oublié d'autres, Alice? Je crois que tu as tout montré, et si jamais on en a oublié, on les montrera plus tard, c'est pas très grave. Bah, super. Alors du coup, on va peut-être passer à la rencontre avec Eder. On est pile dans Mais les oui. On est pile Il dans est les 21h05, sur le programme c'est écrit 21h05 Eder. C'est comme si nous avions choisi le nombre de questions appropriées pour que le timing matche bien. On va pouvoir remercier nos dessinateurs. Merci beaucoup. Avec plaisir. On vous reverra dans la soirée. C'est extraordinaire.